Pourquoi faire de l'escalade? Pour les petits. C'est pas parce que tu grimpes bien que t'es quelqu'un de bien. Je faisais déjà du free solo alors que j'avais 14 balais. L'escalade t'apprend aussi, et c'est important, à gérer ta frustration. Oh bah c'est morpho, oh bah c'est grand. En train de s'installer tranquillement sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur le podcast Entre Grimpeurs, on est en live sur Instagram, il est 18h. On est aujourd'hui avec Papel et Amael pour une nouvelle émission sur la thématique pourquoi faire de l'escalade. Aujourd'hui, on a choisi de revenir à l'essentiel. Dans ce podcast, on va vous partager en toute transparence ce qui nous pousse à grimper, pourquoi a-t-on commencé l'escalade et surtout qu'est-ce que ça représente vraiment pour nous? Parce que l'escalade, ce n'est pas juste un sport, c'est aussi un mode de vie et on est bien placé pour vous en parler. On va parler de nos motivations profondes, de nos doutes et essayer de vous expliquer pourquoi, à nos yeux, ce sport est en train de devenir de plus en plus populaire. C'est un épisode un peu spécial qu'on va diviser en sous-catégories que vous connaissez déjà. Si vous nous écoutez depuis presque 2 mois qu'on a commencé ce podcast, Guillaume n'est pas là. En tout cas, cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi vous grimpez. Et dans tous les cas, abonnez-vous car à partir des 1000 abonnés, on va commencer à inviter des personnalités de l'escalade pour approfondir les sujets qu'on a déjà vus et qu'on verra. Et puis on verra aussi de nouveaux sujets. Du coup, avec ces invités, ça va permettre d'amener des spécialistes et parler de choses sur lesquelles on est peut-être moins compétent. Le podcast est disponible également sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller nous écouter là-bas. La rediffusion, c'est le lundi à 16h. Et pensez à mettre 5 étoiles. Et voilà, mettez une étoile. Mettez 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Bon, on est 4, au moins 4 étoiles. Aujourd'hui, chacun va vous partager sa vision du sujet avec 3 approches différentes. Nous aurons grimpe et controverse, la chronique de Papel qui nous parlera d'une idée que l'escalade est plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Est-ce vraiment le sport le plus complet qui existe sur cette planète Terre? J'ai envie de dire que oui. Et il nous rappellera qu'être un bon grimpeur ne fait pas forcément de toi quelqu'un de bien. Il va peut-être tirer à balles réelles dans ce podcast, donc restez bien jusqu'à la fin. Catégorie qui aurait dû être celle de notre ami Guillaume. Donc voilà, dans la catégorie Crash pas des business, on va vous parler de pourquoi certains choisissent, comme nous, de transformer leur passion pour l'escalade en un métier, monter une salle, devenir ouvreur, devenir coach, lancer sa marque. Voilà, il y a plein de sujets à discuter. On vous donnera des clés concrètes pour ceux qui veulent essayer de se lancer dans l'escalade et de vivre de leur passion sans se perdre en chemin. Dernière chronique, ça sera celle d'Amael, prise de bec ou prise de bac. Ouais, j'aime bien prendre un black ou deux de temps en temps. Prise de black. Abloc nous proposera une réflexion sur l'escalade comme quête personnelle. Loin de l'obsession de la performance, il expliquera pourquoi l'escalade est précieuse justement dans son inutilité. Il va falloir qu'il nous explique comment ce sport nous apprend à accepter nos limites et à grandir à travers l'effort. Ça risque d'être un podcast riche en émotions. J'espère qu'il va vous plaire. On va commencer à faire un petit tour de table pour discuter de nos actualités respectives. Papel, quelles sont les nouveautés de ton côté? Bah écoute, de mon côté, je sais pas si c'est vraiment des nouveautés, hein. Je suis du coup en train de finaliser le plan de ma grosse formation qui permettra d'amener n'importe qui jusqu'au 7e degré. Et à côté de ça, je suis en train de bosser sur la prochaine vidéo YouTube, dont je vais pas donner le sujet, vous le découvrirez, hein, car vous êtes évidemment abonné à la chaîne Papel, car vous kiffez le contenu, bien sûr.
Donc non, ce sera une vidéo sur l'histoire d'une grimpeuse. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça bientôt. Super. Amael? Eh ben écoute, préparation du contest de Block Coast sur Osgore, donc dans quelques semaines, ça arrive vite. Et puis aussi l'accueil de tous les ambassadeurs à bloc qui viennent d'arriver du coup pour monter tout un projet de coaching sur 1 an et demi, où l'idée c'est de les accompagner d'un développement de connaissances de la salle en bloc indoor, vers de la falaise, vers des expéditions. Et tout ça, c'est bien sûr à découvrir sur la chaîne Abloc et sur l'Instagram Abloc Insta. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Pour les actus Nival, rien de particulier. Bah si, on est en train de préparer la campagne des précommandes pour la collection estivale. Donc il y a beaucoup de travail. On veut lancer ça le 6 mai. 6 mai qui est la date d'anniversaire de Nival en tant qu'entreprise. La marque va fêter ses 3 ans. Donc voilà, on prépare la campagne de précommande avec les nouveaux pantalons, les nouveaux shorts, les nouveaux t-shirts, le nouveau sac de bloc qui a fait parler de lui et qui va, j'espère, vous plaire. Ouais, il va bien marcher, franchement. Voilà, restez bien. On verra. Restez bien connectés au compte Insta ou abonnez-vous à la newsletter si vous voulez recevoir la petite notification. Les gars, je vous propose de commencer avec la catégorie de Papel, grimpe et controverse. Qu'est-ce que tu voulais nous parler, Papel? Ouais, moi j'avais envie de revenir sur cette phrase justement qui dit que l'escalade c'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Et c'est vrai que pendant un petit moment, j'ai peut-être eu un peu de mal à comprendre ce que les gens entendaient par là. Parce que j'étais là, oui, bon, d'accord, c'est un sport, ça nous plaît beaucoup. On y passe beaucoup de temps dans notre semaine, on fait des séances qui peuvent durer assez longtemps. Mais de là à dire que c'est carrément un mode de vie, est-ce que finalement c'est pas un petit peu pompeux? Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Et vous savez, le premier moment où je me suis vraiment rendu compte que, ouais, effectivement, quand la grimpe, ça dépasse simplement le fait d'aller t'entraîner pour pratiquer une activité physique et que ça se met à faire partie de toi, que ça en vient même à être presque une partie de ton identité, dont on pourra reparler un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais en fait, c'est au moment où je suis parti faire un road trip en Nouvelle-Zélande avec mon ex. Et c'est vrai qu'en arrivant là-bas, moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller grimper le plus de falaises possible. On avait un petit van aménagé, c'était très instagrammable si tu veux, et moi en arrivant je me disais ah ouais non mais ça va être génial, on va simplement bouger de falaise en falaise, aller faire de l'escalade et puis ça va être trop bien, se faire des petits pique-niques en bas des voies, se préparer des bons repas après, et ça va être absolument fantastique. Et la réalité m'a rattrapé le jour où à peu près après 2 ou 3 voies, mon ex m'a dit ouais bon c'est bon, l'escalade c'est bien sympa, là on a un peu grimpé, on va faire autre chose, on va faire une petite promenade, on va visiter une ville, un machin comme ça. Et moi j'étais là quoi? Excuse-moi, qu'est-ce que je m'en fous d'aller faire une promenade ou d'aller faire les boutiques? Moi je suis là, viens on va grimper, on essaye des voies plus dures, on continue. Et en fait là je me suis rendu compte. Et pourtant, mon ex est une grimpeuse aussi, mais surtout une grimpeuse de salle. Elle aimait un petit peu moins l'extérieur. Et je me suis rendu compte que notre vision de ce voyage, de ce trip, ouais, effectivement, il était différent, quoi. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller grimper le plus possible. Et elle, même si elle était OK pour grimper un petit peu, voilà, on n'était clairement pas dans un climbing trip. On était... voilà, dans un voyage et on pouvait peut-être aller grimper par-ci par-là. Et en fait, on en arrivait à des trucs où moi, j'avais une frustration telle de pas pouvoir grimper autant que je le voulais que j'étais presque obligé de lui mentir. C'est-à-dire que je faisais semblant de regarder le guide du routard, tu vois, j'étais là, ah, tiens, j'ai repéré une petite cascade, et puis vers là, il y a une grotte qui a l'air assez jolie, mais en fait, j'avais repéré qu'il y avait un bête spot de grimpe à 2 minutes. Et comme par hasard, lorsqu'on garait le camion, on allait visiter la grotte. Moi, j'étais là, ouais, c'est bon, t'as bien aimé. Oh, regarde, c'est marrant. Il y a une falaise, viens, on va grimper. Il y a des mecs avec des cordes et des chaussons. Oh, c'est bizarre. Et une fois, notamment, tu sais, en Nouvelle-Zélande, tu peux pas non plus aller garer ton camion là où tu veux. T'as des endroits, des aires de repos qui sont un peu faits là pour ça. Et j'avais repéré que dans le nord de l'île du Sud, t'as un endroit qui s'appelle Takaka.
un site qui a l'air vraiment assez iconique et en plus un camping vraiment de grimpeurs. Et là, sans rien lui dire, comme par hasard, je suis là, j'ai repéré un petit spot qui a l'air bien pour passer la nuit. Et on arrive du coup dans ce camping rempli de grimpeurs avec tout le monde avec leur corps, leur machin, t'avais des poutres un petit peu partout. Et là, quand on se gare, elle se retourne vers moi, elle me regarde et me fait « Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. » Et bref, fin de la parenthèse, fin du story time. Mais c'est là où je me suis rendu compte, ok, effectivement, l'escalade, ça peut vraiment aller plus loin que juste un sport. Là où, littéralement, tes vacances ou ton voyage vont être déterminées en fonction de la grimpe que tu peux faire. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques autres sports outdoor où ça pourrait se retrouver. J'imagine que des surfeurs, ils seraient prêts à faire quelques kilomètres pour aller dans un spot assez iconique. Peut-être des VTTistes aussi, des randonneurs, j'en sais rien, je pratique pas tout ça. Mais tu vois un mec qui ferait, je sais pas, du badminton, de la muscu, de la capoeira ou peut-être de la salsa. Peut-être il pourrait aller faire des stages, tu me diras. Mais est-ce qu'il y a vraiment ce truc qu'on a dans la grimpe où ça va aussi loin que ça, où finalement ça fait autant partie de nos vies? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un truc déjà qui vient un peu des sports extrêmes. Où tu sais déjà ça rassemble une certaine ambiance, une certaine attitude, un certain flow qui va effectivement au-delà du sport. Et je pense que c'est déjà dans les racines mêmes de ces sports-là. Ça a toujours été des sports qui étaient en dehors de la norme ou de la bienséance. Donc je pense que ça a fédéré déjà un truc de groupe qui a entraîné ces van life, parce qu'en fait c'est un peu ça, hein. Franchement les grimpeurs c'est de la van life où en fait le prétexte à bouger c'est juste d'aller d'un spot à un autre parce que c'est ça qui nous fait vibrer plus que d'aller voir le dernier musée ou la dernière œuvre artistique ou et tu vois, c'est pour faire écho un peu à ton histoire. Moi je suis un gros passionné de ride, du coup je touche à plein d'univers, le surf, le skate, le downhill en vélo, l'escalade bien évidemment, et été comme hiver. Et j'ai eu cette chance de beaucoup voyager et voyager tout le temps chez l'habitant. Sauf que en fait, pour beaucoup de gens, quand tu les rencontres, et je pense à ça notamment avec ma copine, où le premier voyage, en fait, ça s'est pas forcément passé comme prévu. En fait, moi je lui ai dit, mais moi quand je vais dans un pays à l'étranger, ce qui me fait vibrer, c'est d'aller voir les locaux. Peu importe le moyen. L'escalade, ça peut être un prétexte à rencontrer des grimpeurs et du coup découvrir la culture locale. Ah, c'est pas forcément le meilleur moyen, je trouve. C'est pas forcément le meilleur moyen. Parce que nous, on a un prisme un petit peu occidental. C'est quelque part très occidental, très européen, l'escalade. Quand tu vas ça dépend où. Ça dépend où. Par exemple, tu vois, quand on est allé au Maroc, c'est pas la même culture, c'est pas la même approche. Si tu vas effectivement après en Afrique du Sud ou aux États-Unis, bon bah là tu vas retrouver un truc qui nous rassemble plus dans la culture, mais c'est juste un moyen de rentrer en contact avec les locaux et que derrière, bah on délaisse un peu l'escalade et on en apprenne un peu plus sur OK, c'est quoi que de vivre dans ce pays-là. Mais ça veut dire que du coup, la discussion au départ, eh ben en fait, c'est difficile de trouver la variable entre est-ce qu'on est vraiment aligné sur le même projet ou est-ce que ce que tu imagines chez l'autre, ben en fait, est pas erroné ou c'est bien au contraire dans tes valeurs. Je sais pas si c'est très clair, mais tu vois, quand on est parti au Maroc, elle me dit oui, mais on va voyager et tout, ça va être génial. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, bon, moi, je voulais manger du poisson sur le bord des pêcheurs, tu vois, qu'il n'y a pas du tout de normes du froid ou d'hygiène comme chez nous, tu vois, c'est à l'arrache. Dans des glacières, et puis voilà, oui. Et en fait, le plaisir, qui moi était dans l'aventure, que tu peux retrouver quand tu vas, du coup, faire tes blogs, faire tes voix dans un pays étranger ou même en France, il était pas au même endroit. Elle, ce qui la faisait kiffer, c'était d'avoir le pouvoir d'achat, de se payer des bêtes d'hôtels de luxe ou des Airbnb de ouf. Et moi, j'étais là, je fais, il en faut un peu parce que viens, on va se faire kiffer. Mais c'est pas le gros du sujet. Moi, je veux faire 90% de baroud et être avec les gens, être dans la culture et vivre une aventure et une expédition. Sinon, je vais au Club Med à Saint-Tropez, et puis voilà. Oui, mais et je te rejoins là-dessus parce qu'avec la même ex, on avait été se faire un trip dans les Dolomites et moi, dans mon idée du truc, c'était faire le rare, dépenser le moins possible pour garder des sous pour la bière et les pizzas.
et se prendre le premier camping en bas des falaises et base quoi, c'est tout. Il y a pas besoin de plus, on dort dans la tente et c'est très bien. Et j'ai bien compris que pour elle c'était un peu plus compliqué. Fallait un petit hôtel quand même de temps en temps. Et moi j'étais là quoi. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que c'est un mode de vie, effectivement, et comme on l'entend, mais c'est un mode de vie qui est propre à chacun et à chaque grimpeur et à chaque aventurier, si on va plus loin que ça. C'est-à-dire que la vision que t'as de l'escalade, c'est un mode de vie. Ben ma vision sera pas la même que quelqu'un d'autre, qui sera pas la même que toi, et je pense que c'est là où c'est difficile d'avoir une définition exacte de qu'est-ce que c'est que avoir un mode de vie de grimpeur. Bah, ce qui serait bien là pour ta chronique, Papel, ça serait nous qu'on explique chacun notre tour quel est notre mode de vie par rapport à l'escalade. Ouais, je te propose de commencer, Papel. Non, bah vas-y, hein, commence. À toi l'honneur. Non, je me permettrai pas en tant qu'animateur de commencer. Alors je vais envoyer la balle à bloc parce que les grimpeurs sont polis. Non, bah moi je pense que j'ai eu une évolution aussi de mon mode de vie de grimpeur et ça j'en prends conscience aujourd'hui avec le recul. C'est vrai que quand t'es dedans, t'es dans le flow, t'es dans l'activité, tu découvres plein de choses. Quand t'arrives dans le milieu de l'escalade, c'est la première fois que tu déposes les pieds dans une salle ou sur un secteur de bloc ou de falaise, t'as tout à apprendre. Donc tu te laisses un peu bercer dans l'ambiance, dans le flow, dans les rencontres et ça va t'aider à te construire. Mais je trouve que tu vois, avant j'étais très dans le côté bah viens, on va faire de la perf, on va grimper plutôt en intérieur et puis quand il fait beau, on va dehors. Mais c'était très orienté plutôt salle. Donc en fait, j'avais un mode de vie qui était tourné dans la nutrition, dans la récup, dans le sommeil, dans les études que je faisais qui étaient en STAPS orienté escalade. Tout était centré pour maximiser ma grimpe et mon mode de vie vers l'indoor. Et aujourd'hui, avec le recul, bah en fait, mon mode de vie qui était très speed et contrôlé vers de la perf, bah aujourd'hui est beaucoup plus ok, vas-y, viens, on se détend. Et mon mode de vie va, en tant que grimpeur, s'aligner beaucoup plus avec des valeurs outdoor, sans nécessairement avoir le côté perf. Je préfère aller passer une bonne journée dehors, aller vivre des expéditions à l'étranger, mais je sais que je m'arrêterai pas qu'à l'escalade. C'est-à-dire que si je fais un climbing trip, il y aura de l'escalade, mais il y aura du surf, il y aura d'autres. En fait, il y aura d'autres activités qui me passionnent. Mais c'est vrai que ce sera centré sur ces pratiques-là. C'est ces pratiques du sport extrême qui vont dicter un peu là où je vais aller. J'irai pas n'importe où. Tu vois, si je fais le Portugal, bah j'ai envie de faire toutes les côtes, toute la côte avec des spots de surf. C'est pas là où j'irai plus grimper. Par contre, si je dois pour y aller traverser des spots de grimpe, bah vas-y, on fera le petit détour qui fera qu'on ira grimper quoi. Donc mon mode de vie aujourd'hui, il est beaucoup plus tourné vers le plaisir outdoor et surtout les rencontres. Plus la perf personnelle, mais vraiment les rencontres. C'est mon prétexte en fait à voyager, à aller rencontrer des gens qui derrière vont me faire découvrir d'autres choses et du coup ça va m'enrichir sur l'univers outdoor, l'univers sportif et des cultures qui sont propres aux pays dans lesquels je peux voyager ou dans les régions dans lesquelles tu vas. Ah ouais, je vois. Papel, ton mode de vie? Par rapport à la grimpe. Réunionnais. Ah, évidemment, uniquement par rapport à la grimpe. Ouais, ça roule. Bah moi, je suis vraiment quelqu'un d'ultra roots, quoi. Franchement, et pourtant, je suis de région parisienne. J'ai grandi, voilà, dans cette région-là. Et pour autant, je crois que j'ai passé toute mon adolescence à fuir Paris pour aller dans la nature. Peut-être un jour je vous raconterai ce que je faisais quand j'avais 14, 15, 16 ans pour pouvoir me barrer. Mais ça, je peux pas le dire en direct. Mais vas-y, je vous raconterai après. Mais en gros, moi, mon idée, c'était de partir de Paname, d'aller découvrir d'abord la France, puis l'Europe, avec vraiment ce prisme d'être dans la nature. Par exemple, quand j'avais 17 ans, j'ai traversé toute la France et toute l'Espagne pour aller en Andalousie, en stop, en sac à dos, avec ma tante, juste parce que j'avais envie de bouger. Et évidemment, j'avais pas un rond, j'allais pas prendre le train, l'avion, l'hôtel. Mais j'avais envie de bouger. Et moi, je suis toujours parti du principe, si t'as envie de faire un truc, y a que toi qui peux t'en empêcher. Donc, tu peux le faire. Même si, oui, ça peut faire un peu flipper, même si ça peut faire un peu peur. Et j'ai fait comme ça, voilà, des petits trips où j'allais faire de la randonnée tout seul pendant plusieurs jours, sans téléphone, sans rien.
pour être imprégné de la nature. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment, je dirais, cet amour de l'inconfort. Moi, j'aime pas être dans un truc où c'est trop confortable, où t'es trop bien, où il te manque rien. Enfin, je veux dire, là, j'habite dans une cabane, j'ai pas l'eau potable, c'est toilette sèche, il fait chaud, j'ai pas la clim. Là, il y a, il y a mon ventilateur qui a pété, et ça, j'avoue, ça me fait un peu chier. Mais voilà. Woodsland. Ouais, mais gars. En fait, on vous a pas dit, mais Papel, il vit à la rue, hein. Moitié. Ouais, non. Allez vous abonner à ses réseaux, donnez-lui de la force. De ouf. Abonnez-vous. Achetez sa formation. Pour l'instant, elle est gratuite, mais il y en a une beaucoup plus complète, payante, qui arrivera d'ici quelques mois. Mais vous connaissez, on fait les choses bien. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment cet amour de l'inconfort, encore aujourd'hui. Et dans la grimpe, c'est pareil. De la même manière, au-delà du fait que je puisse aimer travailler des voies un peu difficiles, parce que ça m'amène à me surpasser, j'aime aussi simplement découvrir des voies qui sont pas trop aseptisées, où faut un peu se frayer un chemin, tu vois, pour accéder au bas de la falaise, où c'est pas forcément ultra sécure, où tu dois vraiment mettre ton casque parce que il y a pu y avoir des éboulis. Enfin, j'aime bien un peu cette notion qui peut t'amener de l'adrénaline, où c'est pas forcément de la difficulté parce que la voie est dure, mais il y a toute cette ambiance générale qui amène autre chose. Et voilà, je dirais que c'est ça qui résume ma vie à la grimpe. Comment je l'aperçois aujourd'hui. D'ailleurs, de la même raison, c'est pour ça que si l'escalade en été n'existait pas, j'aurais jamais grimpé. S'il y avait que de la salle de bloc, ça aurait jamais été mon sport. Jamais. Mais ça sera mon sujet un peu dans ma rubrique, tu verras, on approfondira un peu ces questions-là, mais je te rejoins dans ce côté route. Et je pense que l'escalade est un sport qui peut apporter beaucoup de choses là-dessus. Mais on en reparlera. C'est quoi ta vision un peu, Baptiste, du coup, de ton mode de vie de grimpeur, d'entrepreneur, de mixer les deux, Bah moi déjà l'escalade, ça m'a apporté une routine de sport. C'est ça qui m'a mis vraiment une routine pour aller vers le côté healthy de la vie et arrêter la décadence dans laquelle j'étais. Bah en fait, je sortais beaucoup, j'étais maigre comme une crevette. Et quand j'ai découvert l'escalade, j'ai découvert bah déjà un environnement qui m'a plu et qui me motivait. Bah justement, moi c'est la salle qui m'a permis d'aller dehors. J'avais commencé la salle quand j'avais commencé l'escalade en UNSS, ça m'avait pas vraiment plu. Et après j'ai repris en 2019 avant de partir m'expatrier au Vietnam. Et quand j'ai commencé l'escalade, ça a été un bouleversement en termes de vision du sport. Tu vois, j'étais dans un environnement où je m'amusais tout en étant actif. Et c'est ce qu'il voulait parler, tu vois. Moi, je considère que l'escalade est vraiment le sport le plus complet parce que tu travailles ta gestuelle, tu utilises ton corps et en même temps, tu fais travailler tes neurones, ton cerveau pour étudier et résoudre les problèmes des blocs. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième, dans le mode de vie, c'est que pour moi, j'ai toujours considéré les salles d'escalade comme des temples. Des temples, dans la religion, ça va être des lieux de culte où les gens aiment bien se retrouver pour échanger autour d'une même passion commune. Et voilà, si ça te plaît vraiment, tu peux aller plus loin et boire un coup, discuter, consommer, donner de l'argent à la religion, on va dire. Donc j'ai vraiment ce truc-là. Si tu fais tomber le t-shirt, c'est parce que t'es en prière, c'est ça? T'es en pleine prière à la salle? Évidemment, voilà. Non, c'est parce qu'il faisait vraiment trop chaud au Vietnam, tu vois, il faisait 35 degrés. Donc j'étais obligé d'enlever mon t-shirt, mais surtout le fait d'avoir un repère. Tu vois, quand je parle de lieu de culte, c'est vraiment d'avoir un repère. Donc au Vietnam, dès que je suis arrivé, j'avais pas d'amis, j'avais personne à qui parler. Je suis allé dans une salle d'escalade et c'est là où j'ai fait toutes mes connaissances qui m'ont permis aussi d'aller très rapidement en extérieur. Très rapidement, voilà. Au bout de 3 mois, j'étais déjà en train de faire de la falaise. Et puis voilà, après mon mode de vie, vous le connaissez, il s'est articulé petit à petit avec l'entrepreneuriat. En fait, ce que j'aime, tu vois, l'escalade, ça a jamais été une passion. Tu vois, moi je le dis clairement, l'escalade n'a jamais été une passion. C'est le mode de vie que me procure l'escalade qui est ma passion. C'est vraiment tout ce qui englobe, tout ce qui me permet de pouvoir créer
tu parlais d'aventure, c'est créer des aventures, créer des projets, créer ma marque. Tout ça, c'est ce que m'a permis de faire l'escalade. Après, voilà, c'est difficile d'entreprendre, on en parlera dans ma chronique, mais moi, mon mode de vie, ça va être plutôt par rapport à la création de projets et le fait de les voir s'aboutir et y consacrer beaucoup de temps. Comme on est là aujourd'hui, on a créé notre podcast. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner au passage. N'hésitez pas à passer le pas parce qu'on veut atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir accueillir chaleureusement des invités, des personnalités de la grimpe dans ce podcast. Voilà, petit aparté à part, c'était plus voilà, le fait de pouvoir créer dans le réel des choses concrètes et pouvoir les partager. Et rassembler et faire rassembler une personne, comme nos chaînes YouTube, comme tous nos projets d'ailleurs. Et est-ce que ça amènerait pas ta petite rubrique? Je crois, mais est-ce que Papel, avant de passer à la rubrique, est-ce que tu pourrais répondre, être un bon grimpeur ne fait pas de toi quelqu'un de bien? Tu as 2 minutes. Qui tu n'aimes pas? Allez, pointe-nous du doigt. Qui sont les enflures? Ok. Non, ce que je voulais rappeler, c'est qu'on a vu justement que, à force de pratiquer la grimpe, à force qu'on aime autant aller faire de l'escalade, ça finit par faire presque partie de notre identité. Peut-être plus que dans certains autres sports, tu vois, d'être un grimpeur. Voilà, tu peux te définir là-dedans. Et je voulais vous rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que c'est pas parce que tu grimpes bien que t'es quelqu'un de bien. Et c'est pas parce que t'es pas un très bon grimpeur que t'es une mauvaise personne. C'est 2 trucs qui n'ont absolument mais rien à voir, quoi. Mais rien du tout. T'es quelqu'un de bien si t'es quelqu'un d'honnête, si t'es quelqu'un de fiable, si t'es quelqu'un de gentil, qui a des valeurs, qui prend soin de lui et des gens qu'ils aiment. Et le fait que t'ailles grimper telle ou telle cotation, ça va rien changer à ta vie. Ça fera absolument pas de toi une meilleure personne. Et l'inverse est complètement vrai aussi. T'as des gens super, des personnes absolument formidables, qui, faut le dire aussi, grimpe pas spécialement très bien. Et voilà, faut pas que la grimpe en arrive à un point où ce que tu es te définit par rapport au niveau que tu grimpes, parce que c'est pas le cas. Autour de toi, parmi tes potes qui sont pas grimpeurs, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complètement que tu fasses telle ou telle cotation. Quand tu vas aller parler à quelqu'un qui connaît rien à la grimpe, tu peux lui dire que tu fais 6B ou 8B. Pour lui, ce sera la même chose. Juste, je voudrais répondre au petit commentaire de William qui vient nous passer un petit coucou. Il met très cool le podcast et belle surprise. Tu vois, ça répond exactement à ce que tu étais en train de nous expliquer, Papel. C'est que William, il grimpe très fort, mais au-delà de ça, c'est une attitude, une ambiance. Et il travaille avec moi sur pas mal de projets à bloc. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper humain et qui est vraiment tourné vers les autres et qui a ce désir de partager, d'échanger. Et qu'il n'y aura pas de barrière entre le débutant et le pro, tu vois. Vous êtes humain, vous êtes enfin tu vois, c'est pas le grimpeur auquel je m'adresse, c'est Amael, Baptiste, Papel. Enfin voilà, c'est vraiment la personne qui se cache derrière les chaussons et le t-shirt de sport, quoi. Et c'est clair. Et je voulais revenir aussi sur le mode de vie. Tu vois, il y a aussi des gens qui vont peut-être avoir tendance à dévaloriser ceux qui viennent de rentrer dans l'escalade parce qu'ils ont plus d'années d'expérience. En fait, ça aussi, ça veut rien dire. Tu vois, moi, j'ai peut-être été confronté à ça quand j'ai commencé l'escalade. Mais tu vois, là, quand je vais loin dans mes souvenirs, quand j'étais petit, je grimpais aux arbres, je montais des mâts de 14 mètres sans protection. Je faisais déjà du free solo alors que j'avais 14 balais. Donc en fait, je pense que c'est aussi dans la nature humaine, tu vois, de grimper, d'escalader. Si on descend vraiment des singes, on a déjà toutes les physiques et les aptitudes. Donc au final, tout le monde est grimpeur. Et tu vois, ça fait aussi un parallèle. C'est que quand j'ai peut-être commencé l'escalade, j'avais peut-être déjà la nature de casse-cou d'un grimpeur né. Oui. Mais tu vois, exactement. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, je sais pas si dans le podcast il y en a qui ont des enfants, mais on a des réflexes quand on est petit à la naissance de préhension. Et donc par exemple, non mais c'est trop drôle. Tu approches ton doigt de la main d'un nouveau-né, hop, il te l'attrape. Et donc c'est vraiment ça. On a vraiment ces réflexes primitifs en fait d'attraper les choses, de vouloir grimper, de vouloir découvrir et c'est ça. Tu c'est dans notre nature. Mais c'est exactement ce que tu nais avec ça en toi. Après tu le cultives et tu le développes plus ou moins.
Et nous, ça a exacerbé avec l'escalade. Yes, super. Allez, merci. Au revoir. C'était très intéressant. Allez, Maintenant, tu ouais, la fermes. transition. On va encore nous dire Allez, qu'on se coupe bon, la là, parole on- et qu'on laisse pas le temps. Mais Non, mais je parle trop. Sujet Non. suivant parce non, qu'effectivement... c'est là, surtout les gars, Les gars. abonnez-vous, qu'on développe le podcast, que ça devienne plus gros et qu'on ait plus de temps, qu'on puisse dépasser ce format. Donc si ça vous plaît, si vous voulez qu'on prenne encore plus le temps de laisser nos idées aboutir, qu'on puisse rebondir, se parler entre nous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sujet suivant. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Là, on va passer sur le sujet suivant. On essaie de rester compact en 1h10 de podcast à retrouver sur YouTube tous les lundis à 18h pour parler de la catégorie, pour parler de la thématique Crash Pad et business. Aujourd'hui, je voulais aborder une question simple mais qui touche tout le monde. Pourquoi certains choisissent de transformer leur passion pour l'escalade en métier? Ouvreur dans une salle. Il y en a qui ouvrent leur salle aujourd'hui, même très jeunes. Je vois le fondateur de la Magnésie Liquide Rocktop qui à 24 ans a ouvert sa salle d'escalade. Ceux qui lancent leur marque de crème pour les mains. Il y a vraiment beaucoup de gens qui essayent de vivre de l'escalade car le marché explose et forcément ça donne des idées à des passionnés qui ont envie de quitter leurs 35 heures et tenter l'aventure. Mais transformer sa passion en boulot, c'est pas toujours aussi simple que ça. Vous êtes les premiers au courant, les gars. Pour ceux qui rêvent d'entreprendre dans l'escalade, on va vous partager quelques clés. Et surtout, on va essayer de vous faire comprendre comment garder l'équilibre entre vivre de ce qu'on aime sans perdre ce qu'on aime en chemin. Moi, c'était un petit peu ce qui est arrivé. Tu vois, j'étais depuis tout petit, j'ai tenu une caméra dans les mains. Et quand je suis devenu vidéaste pour une boîte de production audiovisuelle, j'ai fait de ma passion mon métier. Et c'est là que j'ai perdu toute la saveur. Franchement, ça m'a je gavé. comprends de ouf, mec. Et voilà. Je comprends de ouf. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'entreprends, parce qu'en fait, quand t'entreprends, la porte est ouverte sur un nombre de portes et de possibilités incalculables. Et ça, on va en parler ensemble. Mais avant tout, on va se faire un petit récapitulatif des chiffres clés de l'escalade en France en 2024-2025. Donc déjà, rapidement, nombre de pratiquants, on estime ça à 2 millions de Français qui ont pratiqué l'escalade en 2024, soit 4% d'adultes. Le nombre de salles, environ 300 salles privées recensées en France en 2024, avec une croissance d'environ 20 nouvelles ouvertures par an. Même Amael a voulu ouvrir sa salle. Fréquentation, les salles d'escalade enregistrent environ 10 millions d'entrées annuelles. C'est carrément pas papel. Chiffre d'affaires, le marché des salles d'escalade représente 150 millions d'euros pour les salles et 500 millions d'euros pour la partie matériel et équipement. Donc il y a vraiment une grosse économie de marché qui est en train de se créer et qui est en train de s'ouvrir. Et c'est pour ça que des gueux comme nous, des humbles gueux, essayent de se faufiler dans ce marché-là pour essayer d'en vivre. On veut notre part, hein. Il y a deux principaux acteurs dans les salles, les groupes Arcos et Climb Up, qui détiennent 50% des marchés, environ 120 salles à eux deux, et on voit qu'ils sont en train d'étendre leurs activités avec Arcos Escapade qui veut faire qui veut aller concurrencer Decathlon Travel pour l'escalade. Ils ont racheté Snap, donc ils font aussi des vêtements. Donc ils sont en train de s'installer tranquillement sur le marché. Et aujourd'hui, le marché explose. Il y a plein d'opportunités. Réussir dans ce milieu, c'est pas juste grimper. En fait, c'est pas juste être passionné par l'escalade. Il faut comprendre aussi le jeu économique qu'il y a derrière et surtout savoir où se placer. Et nos deux compatriotes vont nous expliquer leur retour concernant leur expérience. Moi, j'avais noté en premier devenir coach d'escalade. Qu'est-ce qu'il faut, les gars? Évidemment, il faut pas être juste un bon grimpeur. Faut des diplômes. Est-ce qu'on peut en parler et donner des informations à ceux qui nous écoutent? Alors moi déjà pour revenir sur le côté entrepreneurial et qui a amené aussi cette casquette de coaching, j'ai fait beaucoup de choses. L'escalade, ça fait partie des premiers jobs dans lesquels je suis allé parce que pour moi je considère que j'ai besoin de m'amuser quand je travaille. Donc j'ai commencé par du salariat à différentes échelles. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter le podcast de Grimposphère où justement on prend 1 heure pour
Pas de pub pour la concurrence. Mais si, Non, je rigole. on est pour les copains et puis on est le podcast le plus solide du game, je le rappelle. Bon, y a pas de concurrence. Non, mais blague à part, voilà, c'est un podcast qui de copains où je prends 1 heure de temps pour parler d'entrepreneuriat, d'escalade et de comment j'ai mêlé ma vie entre les deux. Donc là, on va essayer de faire un résumé et pour répondre à la question de Baptiste, ce qui m'a amené au coaching, entre autres, avant de passer directeur de salle et d'aller sur d'autres activités, c'est la licence TAPS. Je pense que il y a 2 grosses voies solides pour être moniteur d'escalade. La première, c'est de passer un diplôme d'État, un BPGEPS, anciennement DE, ou d'avoir une carte professionnelle que tu peux obtenir grâce à une licence TAPS, spé entraînement ou spé éducation et motricité, spécialité activité physique adaptée. Il y a plein de variables possibles, mais pour moi, c'est des pôles qui vont te permettre de voir et de l'anatomie et de la physio et de mettre en pratique ce qu'est la pédagogie, parce que là, c'est pas tout d'avoir le savoir, faut aussi savoir le transmettre. Et donc du coup, tu as pas mal de stages et ça te permet de te confronter aussi au réel, parce que peut-être que la vision que tu as du coaching, la vision que tu as de l'entraînement, finalement, en fait, quand tu es sur le terrain, des fois, tu vas te rendre compte qu'il y a des problématiques qui peuvent te saouler ou au contraire te dire c'est génial, vas-y, j'ai envie d'approfondir ce sujet-là. Donc en tout cas, pour moi, c'est 2 grosses voies qui peuvent te permettre de réussir et de réussir correctement à être bon dans ton métier. Devenir coach d'escalade aussi, c'est être capable de s'adapter aux personnes que tu as en face de toi. Comment tu fais pour trouver des clients en tant que coach d'escalade? Pour trouver des clients, il y a 2 solutions. Soit tu es coach et du coup tu bosses dans une salle ou dans un organisme, à l'UCPA. Ça peut être une salle privée. Donc ça serait plutôt moniteur. Oui, parce que tu fais une différence entre le coaching, tu veux dire particulier. Alors pour moi, dans les 2 cas, tu es moniteur d'escalade. Après, c'est la manière dont tu travailles qui est différente. Tu peux travailler dans une salle, dans une structure privée et t'adresser à des groupes à l'année, faire aussi du coaching particulier dans ces structures-là, ou alors choisir de travailler en tant qu'indépendant, et là, il va falloir aller chercher de la clientèle. Là, il n'y a pas 36 solutions, on revient sur de l'entrepreneuriat, et donc tu vas avoir ta casquette, je suis bon pour transmettre ma pédagogie, je suis bon pour avoir les connaissances et le savoir de l'escalade, il faut que je développe cette casquette communication, commerciale, d'aller chercher de la clientèle. Et pour aller la chercher, le plus simple aujourd'hui, c'est sûrement d'être sur les réseaux ou d'avoir un site ou de faire parler de soi, parce que il y a tellement de monde, il y a tellement d'engouement et tout le monde veut bosser dans le monde de l'escalade que si t'es pas visible, personne viendra te voir. Ouais, c'est clair. Compétent, faut être visible pour que les clients viennent te chercher. Donc c'est du référencement sur ton site internet, si tu crées un site internet, c'est le réseau aussi. Tu vois, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai un gros réseau de copains qui bossent à droite à gauche, donc des fois t'as peut-être pas la place de coacher tout le monde, alors tu vas renvoyer vers un copain, dire je suis désolé, ton projet il est chouette, mais je peux pas te prendre parce que j'ai trop d'athlètes, trop de grimpeurs, pas le temps, mais va voir un tel. Et donc du coup c'est le bouche à oreille aussi qui fait je pense la renommée d'un bon moniteur et d'un bon coach. De ouf. Ouais, après aujourd'hui faut aimer de se mettre en avant et aller capter l'attention. C'est ça aussi le business. Désolé Pierre, je vais pas te faire intervenir sur cette question. Toi qui t'as travaillé dans une salle à La Réunion, comment ça s'est passé? Si quelqu'un veut travailler en tant que hôte ou quelqu'un qui travaille dans une salle, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens à Paris qui veulent travailler dans les salles d'escalade pour avoir accès à tout le réseau de salles d'escalade. Donc ça, c'est un petit tips. Si vous voulez avoir toutes les salles gratuites dans la région parisienne, il faut travailler pour une salle d'escalade. Donc vous pouvez être serveur, hôte d'accueil, etc. Pierre? La Réunion, elle est trop petite, frérot. Non, c'est trop petit, La Réunion. Question suivante. Amael, est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu peux me la reformuler? Comment travailler dans une salle d'escalade aujourd'hui? C'est aller déposer un CV dans une salle. Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Accepter le SMIC, c'est ça? Alors c'est difficile. Moi, je préfère te répondre par rapport à mon vécu
Et puis après, chacun se fera sa propre opinion et son propre avis. Moi, j'ai fait tous les postes dans une salle d'escalade. C'est pas compliqué. J'ai commencé en bas de l'échelle jusqu'à être directeur. Donc, avant ça, j'étais responsable chez Decathlon, responsable projet sport local sur de l'escalade. Je vois que l'escalade a le vent en poupe. Je faisais du coup ce travail à Decathlon en alternance avec mon master en école de commerce spécialisée management du sport. Mais en fait, je me rends compte que ce qui me fait kiffer, c'est la grimpe. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser dans les salles d'escalade parce qu'ils kiffent l'escalade. Ils ont découvert ça, ils sont mordus, ils sont picousés et ils veulent en faire leur métier. Je vous encourage, c'est génial, franchement, foncez. Mais effectivement, quand tu vas bosser après côté salariat, tu vas voir l'envers du décor. Et peut-être que des fois, ta passion sera plus autant ta passion, ou alors, tant mieux, tu vas développer d'autres choses. Du coup, si tu veux te bosser dans une salle d'escalade, soit tu as un diplôme qui te permet d'enseigner. Donc ça peut être un BAFA. Le BAFA, pour moi, ça va pas forcément te permettre d'enseigner l'escalade, mais tu vas peut-être encadrer des anniversaires. Tu peux faire de l'encadrement. Ça a rien à voir avec l'escalade. Ça va te permettre de faire de l'encadrement. Oui, mais tu peux pas encadrer un mec qui est encordé et assurer leur sécurité. C'est pour ça que je te parle d'encadrement d'anniversaire. Tu peux te former après sur d'autres choses, mais c'est un premier diplôme qui, dans une salle privée, la salle privée peut faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'en fait, elle est responsable de l'encadrement. Donc en fait, les moniteurs, c'est elle qui les choisit et c'est elle qui dicte un peu les règles. Après, effectivement, elle va prendre des gens qui sont diplômés parce que il y a tellement de monde sur le marché qu'elle va pas s'embêter à prendre quelqu'un qui a juste un BAFA. Oui, Mais voilà. Du coup, pour répondre à la question de Baptiste, comment bosser dans les salles d'escalade, tu peux commencer avec un BAFA, tu peux avoir derrière un diplôme d'État, tu peux donc avoir une carte professionnelle et faire ce qu'on appelle du coaching, du monitorat. Ensuite, tu peux, si t'as aucun diplôme, bosser en tant que serveur derrière un bar. Franchement, t'apprendras sur le tas. Il y a rien de difficile. Après, voilà, c'est gérer des tables. Ça s'apprend, mais tu peux venir sans compétences. Et ensuite, sur des métiers où ça va demander un peu plus de compétences, là, il va y avoir travailler dans une cuisine, parce que mine de rien, faut savoir cuisiner et cuisiner en grande quantité. Donc là, il faut aussi, pareil, comme les moniteurs, avoir des diplômes. Et je reviendrai sur le dernier pôle qui est plutôt l'ouverture. Et l'ouverture, c'est pareil. Il y a 2 écoles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations qui te permettent d'apprendre à ouvrir. Arcos faisait quelques formations. ClimbUp, je crois, a mis des formations aussi en place pour faire une sélection. Donc tu viens, t'es grimpeur, tu fais une sélection. Ils prennent les meilleurs grimpeurs sur ce sélectif et ils les forment à devenir ouvreurs. Ou alors peut-être dans des petites salles encore ça se fait de venir et d'apprendre sur le tas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même de plus en plus compliqué de faire ça. Et après tu peux postuler si tu as des diplômes en école de commerce ou alors une expérience professionnelle sur notamment de la restauration ou en tout cas gérer des grosses équipes qui te permettra d'avoir des postes de manager, directeur adjoint, directeur de salle. Et voilà un peu les différents prismes et en fonction de ton profil, faut aller taper au bon endroit. Super. On va parler de la creator economy. Ça, on va te laisser parler de ça, Papel, aujourd'hui dans l'escalade. Et après, on parlera de lancer sa marque et c'est moi qui m'en chargerai. Papel, créateur de contenu, comment tu peux en vivre, quelles sont tes stratégies par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à tous ces petits nouveaux créateurs là? On va les appeler les petits, ceux en dessous de 1000 abonnés qui commencent à créer du contenu et qui ont envie de se lancer à l'escalade. Dans le game. On vous voit les gars, on vous voit. Continuez, on vous envoie de la force. Bang. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs si vous voulez des conseils ou quoi. Moi, j'y répondrai toujours avec plaisir parce que je sais ce que c'est que de se lancer, d'être tout seul là-dedans. On est tous encore en train de commencer, je pense, mais voilà, disons que le tout début, quand il fait pas de vues, que t'as pas à t'abonner, c'est vraiment très très difficile. Donc voilà, s'il y a des mecs ou des demoiselles qui nous écoutent et qui ont envie de conseils, envoyez-moi un message, je vous aiderai du mieux que je peux. Donc bref, ma strat et tout. Moi, faut savoir que je faisais de la vidéo bien avant le YouTube escalade. C'est un truc que j'ai découvert pendant mes études d'éducateur spécialisé, pendant que je faisais ma licence en sciences de l'éducation. C'était des études que j'aimais bien, mais sans plus, on va dire. Ça allait, quoi, c'était ok tiers. Et en parallèle, j'ai découvert la vidéo que j'ai pratiquée pendant quelques années.
au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de devenir vidéaste pro. Donc j'ai réussi à décocher comme ça quelques contrats pour des clients. En fait, je me suis rendu compte que faire de la vidéo pour les autres, ça m'intéressait pas spécialement. Et surtout, le fait de démarcher des clients, je trouvais ça vraiment relou. Le fait de devoir les relancer pour être payé, pour les machins, etc. C'était pas ce qui me passionnait le plus. Et on en revient un peu à ce que tu disais, Baptiste, tout à l'heure, que voilà, quand ta passion devient purement ton métier, peut y avoir un petit peu des freins. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on fait, on a, si vous voulez, ce prisme de l'escalade à travers nos chaînes YouTube. Mais YouTube, c'est pas de l'escalade. Quand t'es en train de faire des vidéos ou quand t'es en train d'en monter, quand t'es en train d'écrire des scripts, quand t'es en train de bosser sur des projets, t'es pas en train de grimper. Ceux qui sont vraiment payés pour faire de l'escalade, c'est les grimpeurs pros. Nous, c'est absolument pas notre cas. Nous, on commence à gagner un peu d'argent. Je suis pas totalement d'accord. Juste sur un petit détail. Pour moi, un grimpeur pro, dans le grimpeur professionnel, c'est les professionnels du sport. Donc un coach, un moniteur, pour moi, c'est un grimpeur pro. Oui. Et tu as aussi des athlètes. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Ce sont des grimpeurs professionnels qui sont payés à ouvrir. Oui. Mais nous, effectivement, on a des à côté. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que nous, voilà, personne va nous payer pour aller grimper. Enfin, moi en tout cas non. Hein. Moi je reçois un peu de la YouTube money et parce que YouTube me paye, parce que j'ai fait des vidéos qui ont plu à des gens où effectivement je parle de grimpe. Mais voilà, le facteur numéro 1 du travail, c'est produire des vidéos. Dans la formation, c'est pareil. C'est parce que voilà, j'ai été prof, j'ai fait ma licence de sciences de l'éducation. J'aime l'apprentissage, j'aime comprendre en fait comment ce phénomène fonctionne. Comment tu peux résumer quelque chose d'assez complexe de manière simple. D'ailleurs, ça fait partie de ce que me disent mes élèves. Ils me disent souvent, ah tiens, c'est marrant ce truc-là dont tu parles. J'en avais souvent entendu parler, mais je l'avais jamais compris. Et grâce à ta vidéo, c'est bon, ça a capté. Parce que j'arrive justement à prendre un truc qui peut être un petit peu compliqué, à l'expliquer de manière simple. Et parce que voilà, j'aime bien l'apprentissage. Et je me suis grave écarté du sujet, mais ce que je voulais dire, c'est que la stratégie, c'est de créer quelque chose autour de la grimpe et tout un univers, un peu comme on le fait avec ce podcast, comme on peut le faire avec YouTube, comme on peut le faire avec les formations, comme je commence à le faire depuis 2 semaines avec la newsletter. Voilà, cette espèce de lore, comme tu le dis, Baptiste, qui englobe l'escalade, mais où on amène nos autres passions, où on amène les autres choses qu'on aime, parce que, peut-être que vous vous en rendez pas compte, pour vous deux, je sais que c'est parfaitement logique, mais quand tu fais une vidéo YouTube sur l'escalade, tu passes 3% du temps à grimper et 97% de ton temps à être derrière l'ordinateur et à faire ta vidéo. Exactement. Ouais. Exactement. Oui. Alors ce que tu dis là, c'est que un créateur de contenu se doit de créer du contenu pour gagner de la visibilité et ensuite pouvoir proposer des services ou toi en l'occurrence ça va être une formation. Ouais, disons que sur en fait, YouTube, faut accepter de pas gagner d'argent au début. Ah oui, ça t'es d'être obligé. Constant. Ça t'es obligé. Pour pouvoir après changer l'or blanc, je dirais les abonnés en des prospects et les prospects des clients mais donc qui veulent te voir continuer. C'est de l'investissement, quel qu'il soit, que ce soit pécunier ou en temps ou en énergie. Ouais. Si t'es entrepreneur, faut que t'aies envie d'investir et que t'aies pas peur de perdre par moment. C'est du jeu en fait. Je tente un truc, des fois ça gagne, des fois ça perd. C'est de la création, faut être créatif, Et donc en fait, là effectivement, t'as raison, Papel, c'est que au début c'est long à décoller, mais t'investis sur toi en fait, sur ton capital, connaissances, compétences et capacité à drainer une communauté. Et faut pas s'arrêter. Faut créer toute une mythologie autour de son personal branding. Faut te dire que tu vas prendre ton sac à dos, le mettre sur tes épaules, aller marcher dans le désert et juste pas t'arrêter quoi. Et tu vas rien voir. Tu croiseras peut-être une oasis de temps en temps, un petit truc, mais ce sera rien. Il faut juste en fait te dire ok, je ferme ma gueule, je continue, j'y vais, je m'arrête pas. Et après pour ce qui est de stratégie, fondamentalement, si tu es sur les réseaux, sur YouTube en particulier,
Tu as 3 façons de gagner de l'argent. Ce qu'on appelle l'AdSense, c'est en gros quand les gens regardent tes vidéos, bah tu as des pubs dans ta vidéo et YouTube te reverse une partie de ces pubs en fonction de ton nombre de vues. Et tu gagnes un petit peu avec ça, mais c'est pas beaucoup, c'est précaire. Si t'as dit le mot qu'il fallait pas dans ta vidéo, t'es démonétisé. Si t'as pris un extrait qu'il fallait pas, t'es démonétisé. Donc voilà, très très précaire, mais fondamentalement, tu peux gagner un petit peu de sous avec ça. La deuxième option, c'est les partenariats, ce que vous connaissez tous, hein, j'imagine, ça va avec les NordVPN, les CyberGhost, les jeux mobiles. En gros, ça va être des marques qui ont un produit dont ils ont envie de faire la promotion et qu'ils vont utiliser un petit espace de ta vidéo qui va toucher une certaine audience pour pouvoir parler de leur produit. C'est de la pub. Concrètement, c'est du placement de produits. C'est comme ce qu'on avait à la télé pendant que tu regardais ton émission, tu avais une coupure pub. C'est exactement la même chose. Donc ça, tu peux gagner beaucoup plus de sous qu'avec l'AdSense, qu'avec la pub YouTube. Mais évidemment, la contrepartie, c'est que si tu veux que ce soit intéressant, ça va te demander d'avoir une audience qui est quand même assez importante. Parce que tu imagines bien que pour une marque, si tu as 300 abonnés ou 3000, tu les intéresses pas. Ils s'en foutent, ils vont rien te proposer. Et s'ils te proposent un truc, ce sera pas très intéressant pour toi. Et la troisième option, celle qu'on fait tous les trois d'ailleurs, hein, c'est celle d'avoir quelque chose à vendre directement à l'audience. Et là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un produit, comme ce que fait Baptiste avec Nival, ou ça peut être de la formation, comme ce que je fais. Ça peut être, même si moi je suis un connard qui le file gratuit, pour l'instant je suis vraiment trop nul en business, goddamn. Ou du coaching comme le fait Amel, ou de la prestation de service. Enfin bref, c'est de fondamentalement vendre quelque chose à son audience. Et c'est donc voilà les 3 moyens que tu as pour gagner tes sous et faire ta vie sur les réseaux, et particulièrement sur YouTube. TikTok, Insta, je sais pas exactement, mais j'imagine que c'est pas mal de partenariats aussi. Mais juste pour finir en 2 mots et conclure, c'est pour ça qu'on parle de, j'aime pas parler d'influenceurs, mais plutôt de créateurs de contenu au pluriel. Parce qu'en fait, c'est ça, l'entrepreneuriat sur les réseaux, c'est être capable de créer au sens large et de créer plein de projets. Et pas sans tout capitaliser sur un seul projet, tu vas dans le mur. Complètement d'accord. Bon, on a un peu débordé, donc on va continuer à déborder parce que c'était vraiment intéressant et je pense que ça peut vous apporter des clés sur ce podcast. Voilà, quand il y a des parties explicatives qui sont bénéfiques pour votre culture sur sur l'entrepreneuriat en escalade, on va laisser ces passages et faire un podcast un peu plus long. Moi, je voulais terminer sur le fait de lancer sa marque. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer des marques de vêtements, des crèmes pour les mains, de la magnésie, des accessoires. Moi, je vais vous dire, c'est extrêmement difficile de proposer un produit. L'escalade, c'est une niche. Et dans le mot de niche, ça veut dire que c'est un marché beaucoup plus petit. Alors déjà, mon conseil, moi je suis allé dans un marché qui est le textile, qui est quand même assez grand pour la niche de l'escalade, parce qu'il se combine avec le monde outdoor. Mais si vous êtes dans la magnésie liquide, vous allez avoir un marché qui est déjà détenu par de grosses entités comme Myleor, etc. Si vous êtes dans les crèmes de la main, vous êtes sur un micro-marché, en fait. Et si vous êtes sur les accessoires, qu'est-ce qu'on va penser, peut-être les bananes, etc. Les sacs à magnésie, là, je vois beaucoup qui font des sacs à magnésie do it yourself. Ouais. Vous êtes aussi sur un micro-marché. Moi, des sacs à magnésie, j'en ai peut-être dû en vendre une dizaine depuis que j'en ai reçu. Mais t'en as reçu que 50, non? Non, j'en ai reçu 300, mais il y avait une campagne où il y avait où ça faisait des petits cadeaux pour ceux qui avaient participé à notre campagne de précommande. Donc moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de bien étudier le marché. Après, suivre des formations. Moi, je vais commencer comme ça. Je me suis formé à apprendre le marketing, le branding, comment vendre sur Internet. J'ai fait mes premiers dizaines de milliers d'euros quand j'étais au Vietnam. D'ailleurs, j'en ai fait que 10 000. Mais c'est comme ça que j'ai appris en créant moi-même mes propres marques. Donc, prenez le temps de bien connaître votre cible et d'être sûr à 100% que vous voulez aller dans cette branche-là de créer une marque, parce que ça reste extrêmement difficile d'être distribué ou d'avoir de la visibilité. Moi, je vais vous expliquer pourquoi Nival ça fonctionne et pourquoi entre
le concurrent direct, Looking for Wild et Nival, il y a eu 7 ans où personne n'est venu. Et entre Nival qui a 3 ans et aujourd'hui, il y a personne non plus qui vient dans le vêtement d'escalade. Parce que c'est extrêmement difficile de s'implanter sur ce marché. Ma réussite, je la dois au fait que dès le départ, j'ai voulu plugger la création de contenu. Donc j'ai rejoint Côté Bloc, on a créé une audience à 10 000 abonnés. J'ai fait une campagne de crowdfunding qui a bien marché. Donc il a fallu l'aspect visibilité. Et aussi l'aspect pour te driver. Donc vous avez le côté plutôt émotionnel. Et moi, je l'ai retrouvé dans Nival Charity. À la base, Nival, ça démarre de promouvoir l'escalade au Vietnam et créer des événements caritatifs pour faire essayer l'escalade à des orphelins. Donc en fait, il vous faut de l'affect pour venir mettre de l'essence dans votre projet qui va être, moi, c'était la marque Nival. Et une fois ce cercle vertueux de fait, je vais continuer à plugger des éléments pour faire grossir ma visibilité et la notoriété de Nival. Ça veut dire, il y aura du personal branding, il y aura le podcast Entre Grimpeurs pour pouvoir parler d'actualité, nos écosystèmes. Mon personal branding pour aller faire les contacts avec les acteurs de la verticalité, les magasins, etc. Après, j'ai aussi une application que je suis en train de développer pour aider les grimpeurs à s'améliorer et ce qui me donnera, en toute honnêteté, aussi des habitudes de consommation ou des habitudes sur des potentiels clients. Donc c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui va être très difficilement, qui va être difficile à répliquer. Et je pense que si vous voulez faire une marque de grande envergure, faut être chaud et faut pas compter ses heures. Et c'était ça. Ah bah oui. La petite conclusion que je voulais pour terminer cette thématique, les gars. Si vous rêvez de bosser dans l'escalade, que ce soit comme coach, ouvreur, gérant, je sais pas, chaise, table. Aujourd'hui, on peut parler de plus de choses. Si vous le considérez comme une table, retenez un truc. La passion, c'est le point de départ. Ouais. C'est pas le business model. Ouais. Derrière chaque projet réussi dans l'escalade, il y a énormément d'heures à travailler, de structuration, une vraie vision sur son projet et des convictions fortes. Ouais, des convictions fortes et sur le long terme. Enfin, c'est pas. Sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui restent dans leur lit et qui se prêtent à rêver, mais par contre se bouger le cul dans les moments difficiles et se dire ok, je vais mettre la machine en œuvre pour surmonter les difficultés et aller chercher mes rêves et me les créer. Et surtout, c'est de plus continuer compliqué. quand ça marche pas aussi. C'est ça. En fait, il faut vous trouver. Ouais. Bah exactement. Faut trouver, ça c'est le conseil number one, il faut trouver une vraie vision de ce qu'on veut apporter à la communauté de l'escalade. C'est tout. Hein. Et je pense que dans ton projet, si tu fais une prestation de service ou commercial, que ton client, que tes abonnés, que les gens qui vont te permettre de vivre de ton entrepreneuriat se sentent intégrés dans le projet. C'est pas le tout de proposer un service. Tu vois beaucoup de gens qui disent ouais mais moi je prends l'exemple par exemple Baptiste, il pourrait très bien se dire je fais une marque de vêtements comme il le fait mais sans tous les à côté. En fait sa marque elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'esprit de corps, il n'y a pas de collectif et les gens du coup pourquoi ils iraient acheter du Nival alors qu'ils pourraient aller chez quelqu'un d'autre. En fait il faut que les gens se sentent vraiment investis dans le projet sur le long terme quoi. Donc il y a un écosystème. Aujourd'hui faut être transparent et surtout démontrer ses valeurs, les valeurs qu'on souhaite partager et s'y atteler pour faire bouger les choses. C'est aussi ça nos objectifs. Amael, Bloc, ta chronique, est-ce que tu peux nous en parler? Prise de bec ou prise de bac? Tu voulais nous parler de quête personnelle, introspection, transformation. Est-ce que ça serait pas un peu woke ça comme sujet? Je sais pas, à vous de me le dire. mais je pense que ça va faire le bon lien entre les difficultés qu'on a dans l'entrepreneuriat et qui, je pense, nous ont permis de construire une base solide au travers de l'escalade. Je m'explique. On voit souvent l'escalade comme étant tournée vers la performance, vers la réussite. Et en fait, je trouve que l'escalade, c'est peut-être sûrement l'un des sports les plus inutiles du monde. T'es à Fontainebleau, il y a un chemin, et toi tu te dis, je vais m'exploser les doigts, je vais m'enculer le corps à essayer de passer tout droit sur ce rocher alors que je peux le contourner. Oh, ça sert à rien. Où est le but? Où est le concept?
sur le papier, ça sert à rien. Mais je trouve que le fait d'aller chercher nos fêlures, aller chercher nos limites, aller chercher nos fragilités, répondre à toutes ces petites questions existentielles, bah ça permet aussi de te construire et de te solidifier. Et je sais pas quelle a été votre approche, mais c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, Papel, sur le côté, bah moi j'aime être dehors, j'aime me confronter à la difficulté, aux éléments. En fait, je trouve que tu apprends beaucoup et t'apprends énormément sur toi. Et pour pouvoir vivre n'importe quel projet, que ce soit entrepreneurial comme on en discutait, que ce soit professionnel, que ce soit humain, que ce soit familial, que ce soit j'en passe et des meilleurs, il faut déjà apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître pour être à l'aise dans sa vie future. Et je trouve que l'escalade a cette essence que tous les sports n'ont pas forcément, que de te confronter directement au mur de la vie en fait. Et à comment tu vas être capable de mettre plein de ressources en place pour franchir les difficultés et aller jusqu'au sommet de ton projet. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais aborder avec vous et voir un peu s'il y a peut-être des difficultés que vous avez rencontrées dans l'escalade et qui vous ont appris peut-être des choses sur vous-même. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, je pense une des valeurs vraiment qui m'a servi dans l'escalade, c'est le dépassement de soi. En fait, ça m'a permis de me situer dans ma capacité à être en face de l'échec et de faire de la répétition pour pouvoir réussir à franchir la barrière. Et je pense que ça m'a appris à me dépasser. Dans la vie, il y a eu un prolongement. Donc déjà, je l'ai fait avec l'escalade, où je suis pas. En fait, ça m'a permis de savoir que je fais partie des gens qui n'abandonneront jamais dans leur vie, par conviction, par détermination. Et en tant que sport, tu vois, je suis capable de rester sur un bloc, à le taper pendant toute une séance, tu vois. Ça, sur un seul mouvement. Donc en fait, ça t'apprend beaucoup sur toi et ta manière de percevoir ta détermination. Donc moi, tout ce que tu viens de dire me fait penser à cette notion-là, le dépassement de soi, qui je trouve apprend beaucoup de choses aux personnes quand ils font de l'escalade, parce que voilà, je connais des personnes en salle, t'arrives, le grimpeuse va pas réussir son bloc. Ils vont péter leur crise de nerfs et ils vont demander à l'ouvreur de changer. Et l'ouvreur a déjà changé par rapport à ces gens-là, au lieu d'attendre que d'autres personnes aillent dans le bloc et faire le mouvement. Il y a des gens, ils pètent des crises de nerfs parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur bloc. Et moi, c'est tout l'inverse. C'est dans l'échec et dans la répétition que je trouve mon plaisir. En fait, si les blocs sont difficiles et que je suis là, mais ça n'a aucun intérêt. Bah, c'est là où je me fais chier. Intérêt. Si le bloc est exigeant, difficile, me permet de me dépasser, c'est là où je trouve du plaisir. En fait, on est tellement habitué aujourd'hui à de la récompense facile, avec la dopamine, le scroll, le sucre, les réseaux sociaux, que maintenant t'as 2-3 connards, ils arrivent et ils veulent aussi scroller les blocs, tu vois. Et par contre, ces gens-là, c'est les premiers à mettre plein de posts de leur bloc. C'est ce que je vous envoyais ce matin. On avait déjà parlé de ça. On va pas en parler, mais c'est exactement ce que je vous envoyais ce matin, tu vois. Où, voilà, c'est des gens qui cherchent une photo, qui veulent s'attribuer des mérites qu'ils n'ont pas, mais qui sur les réseaux vont faire en sorte de l'avoir. Et forcément, si tu m'envoies ça à moi, je vais un peu te remettre une petite dose de réalité dans la tête, tu vois. Mais ouais, c'est complètement ce que tu dis, mec. Les gens cherchent. Je pense que l'escalade t'apprend aussi, et c'est important à gérer ta frustration. Comme le disait Baptiste, en fait, pour réussir, il faut tomber. Et ça sert à rien d'être frustré. Il faut se dire, faut trouver des moyens de canaliser cette frustration. Il y a plein de choses. Moi, je sais que dans l'escalade, je suis un grimpeur. Je vais souvent dire, vu que je suis petit et pas très grand, oh bah c'est morpho, oh bah c'est grand. Ouais. Mais c'est mon moyen d'extérioriser le truc. Par contre, je sais qu'à l'intérieur, je suis solide et je lâcherai pas l'affaire et je vais y retourner et j'irai jusqu'au bout du projet. Et si ça passe pas aujourd'hui, ça passera demain. Mais cet échec, il va me faire grandir. Donc, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent pour tout et n'importe quoi et qui passent à autre chose ou qui se confrontent même pas à cette difficulté. Et je trouve que le fait de te faire mal, des fois, ça peut paraître con, hein, mais tu te sens en vie, tu te sens vivant, tu te sens conscient, en pleine conscience de ton corps et t'avances, quoi. Ah, mais c'est assez désolant
de voir ce genre de comportement, alors que tu vois, ça fait déjà plusieurs années qu'on vit dans ce sport et qu'on a compris que c'était un mode de vie, et le mode de vie, c'est pas que dans c'est comme les couleurs. On se construit dans la difficulté. Ouais. On se construit, et là on en reviendra sur l'essence même de la vie. Faut avoir vécu des choses un peu douloureuses et des échecs pour être une t'es obligé de passer version. par là. Mais c'est comme avec les couleurs, t'as des gens, vu qu'en France on n'a pas de cotation officielle sur nos blogs, chaque salle fait ce qu'elle veut, ils vont te dire si c'est une couleur, enfin si un bloc de telle couleur c'est trop dur pour eux, alors que normalement ils le font, ils vont faire ah ouais non ça c'est pas un rouge, hein, ça c'est plus dur, ça ils auraient dû le monter. Ou à l'inverse, si c'est un peu trop facile, ils vont le dire avec un dédain pas possible, ah ouais non ça c'est pas un rouge, hein, juste une bleue. Alors que si ça se trouve c'est juste que le bloc il fitait parfaitement avec leur style, et ça se trouve t'as un débutant qui était là, c'était son premier rouge, il était trop content, il va être dégoûté tu vois d'entendre ça. Donc en fait fais ta grimpe et puis Et oui. Et en fait, t'es en permanence soumis à la critique, alors qu'en fait, juste, il faut grimper. Et peu importe. Et des fois, même t'as des blocs, t'es très fort, tu peux tomber dans des blocs faciles. Bah, c'est juste que c'était peut-être pas ton jour, pas ton moment. Mais ça sert à rien de décrier en permanence. Mais l'ouvreur, il a fait ci, mais l'ouvreur, il a fait ça, mais l'ouvreur, il aurait dû faire avec des si, voilà, on refait. Non, mais le pire, c'est que c'est des grimpeurs qui commencent l'escalade. Ça fait 1 an, 2 ans. En fait, là, ils sont en fait dans leur palier. Mais moi, quand j'étais dans exactement le même palier, tu vois, on parle du palier là, le 6B, 6C, hein, on parle de B8. Mais tu l'as à tous les niveaux. B10. Oui. C'est exaspéré. Oui, tu l'as à tous les niveaux, mais le 6B, il est quand même assez long. C'est le premier symbolique. Mais c'est celui dont j'ai le plus apprécié. C'est le palier que j'ai vraiment kiffé me prendre des roustes où il fallait 4 essais pour faire du 6B. Maintenant, je l'ai fait à un bras, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est la progression qui fait que avec la répétition, tu deviens meilleur. Après, voilà, si tu t'auto-satisfais d'avoir demandé à l'ouvreur de rajouter une cale, franchement, est-ce qu'on peut appeler ça un grimpeur, les gars? Est-ce qu'on peut appeler ça un grimpeur? Être un bon grimpeur, ça fait pas une bonne personne. J'en veux pas dans ma team, en tout cas. Non, je vais prendre le contre-pied un peu des ouvreurs où il y a une chose que je déplore, et ça c'est peut-être parce que j'étais à l'école Arcos et Arcos, je trouve qu'ils sont très bons là-dessus. Ils ont du défaut, hein, comme toute salle ou toute manière de gérer leurs ouvertures. Chacun voit midi à sa porte. Mais je trouve que dans l'exigence et dans la polyvalence de l'ouverture, ils sont quand même assez bons. Quand je vois des blocs en salle qui deviennent très vite difficiles parce que t'es pas dans le gabarit, alors qu'on est en salle et que tu peux réajuster les pieds pour que le bloc il fit parfaitement pour être homogénéisé pour le plus grand nombre de profils de grimpeurs, ben c'est vrai que des fois c'est dérangeant que de te dire juste l'ouvreur il s'est pas fait chier, il a juste fait un truc grand au lieu de rajouter le petit pied qui va rien changer à l'intensité du bloc. On est en salle, on peut optimiser le bloc. Quand t'es dehors, la ligne elle est escalée. T'es petit, ça passe pas, tant pis. T'es trop grand, t'es en boîte, ça passe pas, tant pis. C'est la nature qui a décidé comme ça. Comment était la ligne, le rocher, la voie. Par contre en salle, des fois c'est vrai que ça peut être un petit peu mieux optimisé. Et moi le premier, des fois je me plante dans mes ouvertures. Hein. Des fois je pense que ça va être génial, ça va être optimisé, et en fait des fois ça marche pas du tout. Mais c'est vrai que des fois, essayer de prendre en considération le fait que tu peux homogénéiser ton ouverture, c'est hyper important. Mais c'était pas, je pense, une question de morphologie là pour le cas là, parce que le grimpeur, on va l'appeler, El famoso, est plus grand que moi. Dites-le en commentaire si vous savez de quel grimpeur il s'agit, moi j'ai envie de savoir. Et non, il y a des mouvements aussi, et c'est là où un bon ouvreur va savoir se démarquer. C'est que c'est dans la difficulté va être dans la facilité la facilité du bloc va se trouver dans le positionnement et la technicité. Ouais, l'exigence du bloc. Il y en a qui, en fait, si t'as pas envie de te creuser la tête, si t'as pas envie de travailler un 6B, retourne dans ton niveau de 5A. Ouais, prendre du plaisir dans des blocs plus faciles. Voilà. Le plus important, en fait, c'est des gens, ils veulent pas travailler un seul mouvement. Mais c'est ça, en fait, l'escalade. Non, on s'amuse pas. Oui, on s'amuse. Mais, tu vois, c'est des gens, ils ont la flemme de travailler un crux. Et en fait, la définition même de l'escalade, c'est le crux, c'est de passer la partie la plus dure du bloc pour atteindre le top ou le haut de la falaise. Exactement. Et comme dans nos projets entrepreneuriales, il y a des difficultés. Et mais sinon, on s'emmerderait, franchement.
Bah, la vie, elle serait trop facile. Enfin, honnêtement, moi, c'est vrai que des fois, c'est relou. Tu te lèves, tu te dis, vas-y, mon projet, ça me saoule, ça passe pas, ça avance pas assez vite, c'est dur, c'est compliqué. Là, j'ai plus envie. Et en fait, bah, c'est en ayant franchi ce cap où tu dis, t'es content, t'es fier de toi. Tu dis, j'ai réussi, tu vois. Ouais. J'ai réussi à entreprendre, à amener ma barque à bon port. Trop bien, quoi. Ce qui est satisfaisant, c'est aussi quand tu t'es dans ton projet, que tu le travailles pendant toute une séance, que t'arrives pas à la fin de la séance, mais que t'es sûr dans ta tête, tu vas le bouffer à la séance d'après et en un essai. Je crois que c'est ça le plus satisfaisant aussi. Et tu reviens, tu fly dans le projet. Tu reviens 2 jours, 3 jours après. Clairement. Et juste, il y a plus de difficultés. Tu te dis, pouah, là, tout déroule, quoi. Mais c'est tout le travail Complètement. et tous les échecs que t'as eu avant qui font que ça ça fly. m'est arrivé aujourd'hui même. Là, tu vois, t'as un bloc noir que je bossais, où t'as tous les moves, t'as juste un truc où au niveau de l'enchaînement, je l'ai pas. Et j'ai passé ma séance dessus, encore une fois, à passer sur un move. Mais en partant, je me suis dit, là, j'arrive mercredi frais. Il n'y a pas un monde où ça passe pas. Et j'ai hâte d'y être. Mais ouais, et c'est vrai que c'est kiffant. Solide. Et effectivement, si j'avais pas passé 1 heure à perfectionner mes placements et cet enchaînement de mouvements, mercredi, ça aurait pas plus avancé, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient grimper aussi, je pense, plus fort qu'ils le pensent. C'est juste qu'ils sont pas prêts à y mettre assez de temps. Et trop vite, en voyant que ça marche pas, Mais ça, ils vont pas essayer 10 autres méthodes ou aller demander des conseils tout simplement et pas avancer plus, quoi. Donc c'est dans l'inutilité présente que le futur se construit, je trouve. C'est dans tous ces petits trucs que tu te dis, je comprends pas, je vois pas l'intérêt à l'instant T, mais en fait pour le futur. T'as ce bouquin très ce qui connu nous fait de Lionel Perret qui s'appelle les gars. justement Les Conquérants de l'inutile. Si vous aimez la bonne littérature française, je le conseille absolument à tout le monde. C'est un bouquin absolument merveilleux. Je voulais en parler, c'est très bien. Mais je trouve que ça fait longtemps qu'on est dans le podcast, donc c'est pour ça que j'ai pas amené le sujet. Mais très bonne ref, et effectivement, on pourra prendre le temps d'approfondir si ça vous intéresse. C'est top. Excellent bouquin. Eh ben, je vous propose de conclure ce podcast en répondant à la question pourquoi faire de l'escalade, les gars, en quelques phrases. Pour les petits culs. Non, je rigole. non. Allez, pour l'intro. Je fais de l'escalade vraiment pour le côté convivialité. Au-delà de vraiment, je pense que c'est ça qui me fait aller à l'escalade. C'est pouvoir déconner, faire de la merde au pied des blocs, tenter des projets, des trucs, mais avoir un esprit de collectif et de groupe. Moi j'ai répondu. Papel, Moi j'ai répondu, c'est bon. pourquoi Non, faire je de déconne. l'escalade? Pourquoi faire de l'escalade? Parce que c'est le meilleur sport, quoi. Hein. Faut arrêter avec vos machins d'aller taper dans des ballons, de faire du ping-pong, je sais pas quoi. Y a quoi comme sport plus stylé que l'escalade? Qui vient test, en fait. Qui vient test. Voilà. Je vous attends en commentaire, ceux qui peuvent venir me donner un autre sport plus stylé. Alors moi, pour répondre à pourquoi faire de l'escalade, les gars, je pense que déjà ça va vous donner une routine sportive parce que vous allez adorer ce sport qui est vraiment complet. Vous aurez aussi l'opportunité de rentrer des gens car on l'a peut-être sous-entendu et bien suggéré dans nos autres podcasts. C'est un sport ultra communautaire. Donc en fait, les gens aujourd'hui, ils trouvent bien plus qu'un sport, ils y trouvent un refuge. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez notable que c'est l'un des seuls sports qui permet d'avoir ce même chose avec l'aspect social et l'aspect du bien-être. On en parlait dans nos podcasts précédents. Et c'est quand même très important. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y en a qui critiquent l'escalade en salle. Et moi, je trouve que c'est super d'amener... faire sortir les gens de chez soi pour aller pratiquer un sport, que ce soit en salle ou en extérieur. Ça reste du sport. Ça fait du bien au corps, à l'esprit. Et ça vous permet de gagner de la thune. Le fait que vous allez faire des abonnements à Arcos, vous regardez nos vidéos et après ça nous fait plein de prospects pour nos écosystèmes. Évidemment, je rigole à moitié, mais non. Moi, en tout cas, ça m'a apporté tous ces côtés positifs là. Et aujourd'hui, je fais plein de projets grâce à l'escalade. Donc j'ai un respect immense envers la discipline. Et que nous tous. Et on va finir sur cette touche de beauté. Merci d'avoir suivi le podcast
entre grimpeurs. Je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable matinée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Objectif 1000 abonnés pour vous proposer des invités liés à l'escalade. Vous nous retrouverez aussi sur Spotify, Entre Grimpeurs. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. Et puis, on vous fait des bisous. Grimpeur out. Ciao, ciao.